Moi, je suis Clément Yage, j'organise, donc avec, toute l'équipe de Satec Ingénierie, l'Ingeskills, d'aujourd'hui. Là, vous êtes, donc on commence la conférence sur les compétences climatiques dans l'ingénierie avec Émilie Darep, Damien du Shift Project et Lionel de l'ENTPE. On va faire un tour d'écran. Hem, donc, sur cette conférence, on va aborder, donc les compétences, climatiques, dans l'ingénierie et donc dans les écoles, puis dans les entreprises, hein, puisque évidemment, les jeunes qui sont formés en école, en université, ben, on les retrouve souvent, dans nos entreprises. Hem, voilà, donc la conférence, est enregistrée. On va finir à 14h55 puisqu'il y a une autre conférence après, donc ça permettra à ceux qui enchaînent de pouvoir, souffler un petit peu. Et comme je l'ai dit, voilà, il y a 3 personnes qui présentent, mais n'hésitez pas, à interagir, poser des questions, allumer votre micro. Donc on va faire un petit tour d'écran, puis on pourra commencer. Donc je vais faire le tour d'écran par ordre de présentation. Donc c'est Émilie qui commencera. Bonjour à tous, donc Émilie Ergotte, moi je suis directrice environnement numérique au sein de AREP, Agence d'architecture pluridisciplinaire, et je vais vous en dire d'ailleurs 3 mots juste après. Merci Émilie. Ensuite, c'est Damien qui interviendra. Bonjour à toutes et à tous, enchanté. Donc, je suis Damien Michaud. Moi, je travaille au Shift Project, une association dont je vous présenterai quelques mots juste après. Et je suis chef de projet dans le cadre d'un partenariat entre le groupe INSA, donc des écoles d'ingénieurs, et le Shift Project pour réformer les formations initiales d'ingénieurs. Merci Damien. Et ensuite, Lionel de l'ENTPE interviendra également. Bonjour Lionel. Bonjour à toutes et à tous. Donc Lionel Bessard, ENTPE, je suis à l'école ENTPE, donc en charge de la mission responsabilité sociétale et environnementale. Merci Lionel. Donc à toutes les personnes qui nous écoutent, et n'hésitez pas à nous signaler si à un moment vous nous entendez plus ou voilà si le partage d'écran ne fonctionne plus. Et à nouveau, j'invite les 2 personnes dans les gradins à nous rejoindre sur scène si elles souhaitent. Donc on va commencer. Émilie, je crois que c'est vous qui commencez. Oui, alors voilà, c'est le moment où je tente de partager. Tac, tac. Ah bah alors attendez, j'ai du mal à retrouver ma... Clément, excusez-moi, je sais que je suis pas très à l'aise avec PlaySmith. Si vous avez ma présentation, du coup, je vous laisse. Ah oui, je vais la lancer. Je sais pas pourquoi je retrouve pas ma fenêtre. Bon. Du coup, je commence, le temps que vous le trouviez, Clément, merci beaucoup. Donc je vous l'ai dit, voilà, je fais partie de cette entreprise qui s'appelle AREP. AREP, Agence d'architecture pluridisciplinaire, fondée en 97. Nous sommes filiale de SNCF Gare et Connexion. Donc ça veut dire qu'on travaille beaucoup sur des questions de gare, mais pas que. On travaille par extension sur les lieux de la mobilité, et puis on est impliqué sur un certain nombre d'ouvrages connexes, d'ouvrages plus techniques comme des ateliers, comme des passerelles, etc. Voilà, super, merci beaucoup. Et donc, peut-être ce qui est intéressant, c'est que AREP s'est donné comme mission d'inventer un futur post-carbone. Donc, on est en plein dans le sujet. Et c'est quelque chose qui guide en fait l'ensemble de nos métiers, l'ensemble de nos missions. Et on a développé en fait un référentiel qu'on appelle par le nom de code EMC2B, qui nous permet en fait d'adresser dans tous les stades de projet, en fait même dans toutes nos missions, qu'elles soient de nature de projet architectural ou mission stratégique, l'ensemble des enjeux, donc énergie, matière, carbone, climat et biodiversité. Voilà, donc AREP, effectivement, donc c'est quand même pas mal de monde, hein, juste pour le resituer. C'est 1000 collaborateurs à peu près. En France et à l'international. Alors à l'international, c'est surtout en Asie. Et puis voilà, notre chiffre d'affaires nous place en tant que première agence d'architecture en France. Donc on dit agence d'architecture pluridisciplinaire parce qu'en fait, il y a beaucoup de métiers associés, et en particulier les métiers de l'ingénierie. Voilà, si on passe juste après, voilà, donc déjà en fait pourquoi nous interroger sur ces sujets, pourquoi nous arrêter sur l'empreinte environnementale au sens large, au sens EMC2B de notre activité, c'est qu'on sait que en tant qu'agence d'architecture travaillant sur les lieux de la mobilité,
on est à la confluence de 2 secteurs qui ont un impact majeur en fait en termes environnemental. Là, il y a 2 petits graphiques qui illustrent d'autre part la question de la consommation d'énergie et d'autre part les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit que quand on rassemble bâtiments et mobilité, on est à plus de la moitié pour l'énergie et quasiment la moitié pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a un vrai enjeu pour nous, notre activité professionnelle, on en est bien conscient, et vraiment à la croisée de 2 secteurs qui ont un impact particulièrement important. Alors voilà, ce que je voulais vous présenter en fait dans la suite, c'est partant de ce constat, qu'est-ce que nous on attend en fait de la part des collaborateurs et vers quoi est-ce qu'on veut les amener pour qu'ils aient la capacité, en effet, donc je vous l'ai dit, parmi les collaborateurs, il y a des professionnels de l'ingénierie. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils aient comme compétences pour en effet interroger correctement leur mission. Donc le premier point, c'est alors excusez-moi Clément, si vous voulez juste remonter un tout petit peu. Voilà, donc le premier point, c'est une question de déjà être bien conscient des enjeux. Donc c'était la slide, voilà, connaître et comprendre les enjeux. Donc le premier, si vous remontez juste un tout petit peu, évidemment, c'est la question du changement climatique. Voilà, donc c'est la slide d'après, pardon. Voilà. Donc c'est avec les warming stripes que vous voyez juste au-dessus. Clément, excusez-moi, celle juste d'avant. Voilà. Donc ça, c'est le premier enjeu. Évidemment, je pense que personne aujourd'hui n'ignore ce fait, mais donc un changement climatique est à l'œuvre. Et cette représentation graphique de Ed Hawkins des warming stripes l'illustre de manière visuellement, je trouve, assez parlante. Le deuxième enjeu qui se produit de manière parallèle, bien que évidemment la cause soit la même, c'est celle de l'activité humaine. C'est la question de la raréfaction des ressources fossiles. Donc on voit ici l'illustration pour la question du pétrole, avec des projections qui sont bien connues du Shift d'ailleurs. Mais en fait, on peut parler au-delà du peak oil, on peut parler de peak everything parce que l'ensemble des ressources fossiles est mis sous contrainte. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, un élément de contexte qui nous semble éminemment important d'avoir en tête. Et puis le troisième phénomène, c'est la slide d'après, voilà, merci, c'est celui de la chute de la biodiversité. Donc j'ai repris ce petit cartoon qui a été publié initialement au début du Covid, là, donc en mars 2020, où on voit en fait, oui, effectivement, on peut penser au Covid, mais à la vague de récession qui arrive derrière, mais en fait, pire encore, la question du changement climatique, et puis en fait, finalement, la chute de la biodiversité, c'est encore un autre sujet qui peut être encore plus massif. Voilà, donc juste pour en fait, quand on a ces enjeux-là bien en tête, et en particulier dans sa pratique, ça permet en fait de déceler avoir a priori la bonne idée de ce qui est une bonne solution, de ce qui peut être une fausse bonne solution. Alors on a la chance aussi à la direction d'AREB d'avoir voir Philippe Biouix, donc effectivement intronisé comme grand sachant, grand théoricien du low-tech, mais expert aussi de la question de la raréfaction des ressources, et en particulier des métaux. Et donc effectivement, c'est déjà en fait considérer ces éléments-là nous permet de dire a priori que les solutions tout technologiques ne sont en fait pas des solutions. Voilà, nous mènent dans une impasse. Donc ça, c'est la prise en compte de ces enjeux. C'est un élément en fait de culture générale vraiment important dans nos pratiques. Voilà. Après, le deuxième bloc de compétences, on peut dire, c'est la question de la posture et de la méthode. Parce que donc là, on va commencer en fait à décliner ces enjeux dans le cadre de nos métiers, de nos missions en tant que professionnels de l'ingénierie. Et donc, je voulais prendre quelques exemples. Par exemple, si on veut construire bas carbone, il faut déjà savoir en fait où est-ce qu'il se situe ce carbone. Donc là, j'ai pris 2 illustrations. Sur la gauche, vous voyez des extraits du manuel BBCA à l'intention des maîtres d'ouvrage, qui par quelques graphiques et tableaux bien faits, donne déjà une connaissance a priori de le carbone, comment ça se répartit entre phase de construction et phase d'exploitation, donc c'est le carbone qui est émis en fait pendant la vie en œuvre de l'ouvrage. Et donc ça permet effectivement de savoir en fait où se situe l'enjeu. Et puis le tableau qu'on voit en dessous, c'est quels sont les postes prépondérants de manière générale sur les projets, donc sur lesquels il faut commencer par travailler.
Et puis sur la gauche, on voit donc, c'est une image de la gare de Lorient, sur laquelle, un projet développé par AREP. Et donc on voit qu'il y a une belle ossature bois. Et donc effectivement, en question de posture, en fait, c'est se dire, a priori, l'utilisation de matériaux biosourcés tels que le bois est une bonne solution, une solution efficace pour baisser le poids carbone de nos projets. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle la posture et la méthode, c'est connaître en fait ces fondamentaux. Où est-ce qu'il faut passer notre effort, notre vigilance, et quels sont les grands principes de solution qu'il faut a priori mettre en œuvre. Si on passe sur le deuxième, alors, de la même manière, donc toujours dans cette question de posture et de méthode, en fait, on va trouver tout ce qui est relatif au bioclimatisme. Mettre en œuvre des principes, des stratégies de bioclimatisme dans nos projets. Donc là, on voit, et ça passe par des choses qui peuvent sembler pas très techniques, en fait, des dessins de principes à la main levée comme celui-ci, mais qui portent en fait des principes de conception fondamentaux. Donc là, on voit ici la structure d'un shed, d'un atelier industriel, où on va tenter à la fois de maximiser la lumière apportée, et donc de diminuer les besoins en éclairage, et donc en consommation électrique, et à la fois d'optimiser la production d'énergie solaire photovoltaïque au moyen de panneaux qui sont disposés sur l'autre versant du shed. Voilà. Donc c'est ce type de principe qui oriente fortement le projet dès les phases très amont. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est la question de l'ordre de grandeur. Une fois qu'on a défini en fait les enjeux, les postures, il faut avoir en tête les bons ordres de grandeur à nouveau pour pouvoir très vite, même parfois avec un calcul de coin de table, pouvoir se dire comment je me situe par rapport à une moyenne, par rapport à un seuil, par rapport à un plafond. Et donc là, voilà, j'ai repris par exemple un élément qui paraît essentiel d'avoir en tête, c'est quoi l'empreinte moyenne d'un Français aujourd'hui. Donc c'est issu de l'étude BBC à quartier. Et puis surtout, quelle est l'influence de tout ce qui est lié au quartier par rapport à cette empreinte. Donc on voit que le bâtiment, c'est de l'ordre de 3 tonnes par an. Et puis évidemment, ça englobe aussi le quartier, la forme urbaine, sa connectivité, implique aussi des choses pour ce qui est des déplacements. Voilà, je passe un peu vite. Voilà, et puis dernier élément qui est très très important, et j'aurais pu commencer par ça, c'est la question en fait des usages. Et là, on va retrouver quelque chose que je pense vous développerez après, la personne du Shift dont j'ai mangé le nom, qui est la question en fait, vous liez souvent la question sociale, en fait, vous parlez de compétences socio-écologiques. La question des usages en fait est clé, la question des comportements, travailler sur les comportements, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut aborder a priori, puisque ça va être un des leviers majeurs pendant effectivement la vie en œuvre du bâtiment. Et donc là, cette petite image, en fait, c'est la vue d'une des chambres de l'auberge de jeunesse de la Halle Pajol. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez à cette échelle, mais il n'y a pas de poignée sur les portes. Il n'y a pas de possibilité en fait d'ouvrir les fenêtres. Alors c'est rigolo parce que c'est un bâtiment qui est très performant en fait de point de vue énergétique, qui a d'ailleurs un taux d'autoproduction qui est assez important, et des panneaux photovoltaïques déployés, etc. Et en fait, les occupants ont une forme d'inconfort lié au fait qu'ils peuvent pas ouvrir les fenêtres. Et d'ailleurs, si les fenêtres pouvaient être ouvertes, c'est à peu près sûr qu'ils les ouvriraient, et que donc ils dégraderaient significativement la performance du bâtiment, qui a été pensé vraiment comme une enveloppe hyper performante. Voilà. Et donc, en fait, être capable d'aller interroger les usages, comprendre quelles sont la vocation des espaces et la façon dont les usagers vont se les approprier, travailler avec eux sur ce qui est accessible, ce qui l'est moins, l'acceptabilité de certaines solutions, c'est un des éléments clés et qui est, je trouve, une illustration assez concrète de ces compétences socio-écologiques. Voilà. Donc ça peut paraître étrange en fait pour un ingénieur que d'aller chercher ces versants-là, mais en fait, on le retrouve de manière assez concrète. Voilà. Et puis, troisième bloc de compétences, et j'en finirai là, c'est quelque chose de peut-être plus traditionnel pour les professionnels de l'ingénierie, la question de la simulation numérique qu'on va retrouver, mais qu'on va retrouver effectivement en troisième position. Donc là, j'ai repris aussi quelques illustrations. Voilà, donc l'outil numérique, juste pour se redire en fait à quoi ça sert. Ça sert évidemment donc déjà à mesurer
Et on pense effectivement à utiliser les bonnes données d'entrée qui décrivent bien le fonctionnement de l'existant. Ça sert aussi à modéliser un phénomène physique par des liens de cause à effet. Donc on va simplifier en fait la réalité de manière à pouvoir reproduire ce qu'on veut effectivement étudier. Ça sert à évaluer un modèle, un projet selon des indicateurs de performance environnementale qu'on aura définis a priori, optimiser ensuite la performance de ce projet selon des paramètres clés, et puis last but not least, visualiser les résultats de la simulation pour l'aide à la décision, puisqu'in fine, c'est bien ça qu'on fait au travers de simulations, c'est que les résultats nous permettent de prendre une décision pertinente pour le projet. Donc, quelques illustrations pour suivre. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de assez classique, mais néanmoins absolument pertinent dans les projets. C'est donc l'estimation du poids carbone du projet. Une fois qu'on sait quels sont les postes sur lesquels agir et quelles sont a priori les bonnes solutions, on va vérifier qu'en effet la performance atteinte est satisfaisante ou pas. Voilà. Et donc on va sur la partie gauche, on va comparer le poids carbone du projet par rapport à des seuils réglementaires. Et puis sur la partie droite, on va le décomposer selon les différents lots, et puis de ce fait comprendre quels sont les endroits où on a peut-être le plus intérêt à se pencher. Sur la slide suivante, voilà, on peut l'appliquer à une échelle différente, qui est celle de réfléchir à l'amortissement carbone en fait d'une infrastructure, parce que dès lors qu'on crée une nouvelle infrastructure, et puis en particulier une infrastructure ferroviaire, on se crée une dette carbone, et donc pouvoir modéliser quel va être le temps à partir duquel on va commencer à rembourser cette dette. Parce que quand on crée une infrastructure ferroviaire, il y a du report modal, et donc on va permettre en fait que des modes de déplacement très carbonés soient remplacés par d'autres qui soient moins carbonés. Et donc du coup, pouvoir en fait estimer et comprendre aussi quelle est finalement la sensibilité aux paramètres d'entrée, aux hypothèses d'entrée. Et c'est le faisceau qu'on voit sur la partie droite en bas du graphique. Voilà. Et puis, autre catégorie de simulation, qui est tout ce qui est relatif au confort climatique. On va retrouver tout ce qui est des capacités, voilà, peut-être effectivement qui vous sont plus familières, de simulation thermique dynamique, de CFD, de simulation de rayonnement. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place pour définir le confort dans des espaces semi-ouverts ou ouverts, qui ont des propriétés un peu spécifiques. Si on passe sur la slide d'après, on va voir l'illustration, en fait, voilà, qu'on en a, enfin, l'application, en fait, de ces techniques de simulation avancées pour définir le confort qu'on va avoir dans un projet à un instant donné, qui est l'instant où on va livrer le projet, donc juillet 2024 en l'occurrence. Et puis on sait que les climats futurs en fait sont différents. On sait déjà en fait qu'il y a des coups partis. En 2050, le climat sera différent de celui de 2024. Et donc déjà, il va y avoir des situations climatiques différentes. Et donc on se dit que il va falloir mettre en place des dispositifs particuliers pour assurer le confort, même évidemment dans quelques décennies. Voilà. Et puis donc dernière illustration, c'est toujours voilà, j'avais même enlevé en fait la partie ICU. Donc voilà, à une échelle différente, l'échelle urbaine, il y a toutes les simulations qui permettent de prendre en compte par exemple les effets d'îlots de chaleur urbains et donc le confort climatique dans les espaces extérieurs urbains. Voilà, donc si je résume, 3 blocs de compétences. Un premier sur la compréhension des enjeux et ce que ça implique de notre pratique, et où est-ce qu'on se situe d'ailleurs quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ces enjeux. Deuxième bloc de compétences sur les postures et les méthodes. Et puis troisième, plus classique, pour les professionnels de l'ingénierie, qui sont comment mobiliser des techniques de simulation avancée. Voilà. Merci pour cette présentation, Émilie. Alors effectivement, donc vous, en tant qu'entreprise, vous avez déjà identifié ce dont vous avez besoin, ou ce dont vous aurez besoin, voilà, pour mener à bien vos projets, peut-être faire de la pédagogie auprès des décideurs, de vos clients, et cetera. Alors là, il y a quelques entreprises et puis des écoles aussi qui sont connectées, donc n'hésitez pas à réagir ou à partager, ou peut-être selon votre secteur, à compléter, les propos d'Émilie. Et bien sûr, une des possibilités pour former ces futurs professionnels, ce sont, bien sûr les 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 écoles d'ingénieurs, les universités, et cetera.
Et j'ai demandé à Damien du Shift de pouvoir nous présenter une démarche conjointe Shift Project et Réseau des INSA, puisque vous allez travailler, je crois, sur un référentiel d'activité de l'ingénieur de demain, du 21e siècle plus particulièrement. Donc Damien, je te laisse présenter cette démarche. Ok, c'est parti. Alors, dites-moi quand ça fonctionne. Est-ce que là, vous voyez bien le PowerPoint? Oui. Je pense que oui. Ouais, d'accord, très bien. Oui, tout à fait. Ok, parfait. Eh ben, merci Émilie pour cette présentation et merci Clément pour l'introduction à ce sujet-là que du coup j'ai pas à faire. Super. Juste pour me représenter très très rapidement, moi je suis ingénieur de formation en génie énergétique justement et j'ai travaillé 13 ans en tant que chef de projet dans l'industrie principalement automobile et là ça fait 1 an et demi que je travaille au Shift Project sur ce sujet. Donc un mot sur le Shift Project, c'est une association de loi 1900 qui est reconnue d'intérêt général et on a 2 principales missions. C'est premièrement d'éclairer le débat public sur les aspects clés de la transition ou sur les aspects peu traités de la transition, en produisant notamment des groupes de travail et des analyses, les plus fouillées et les plus robustes, possibles. J'ai en tête notamment, des premiers rapports sur le numérique, sur l'empreinte environnementale, du numérique, notamment sur le changement climatique, qui ont permis de montrer un petit peu que le numérique n'était pas si dématérialisé que ce que l'on pourrait croire. Et le deuxième volet d'action, c'est d'influencer un maximum ce qui se passe dans la société pour pouvoir avancer ensemble. Donc au travers de campagnes de communication, de tenter d'influencer des lois, d'organiser de nombreux événements et surtout de catalyser globalement les écosystèmes concernés. Et on bâtit également des partenariats, notamment avec des écoles d'ingénieurs, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je mentionne également qu'on est appuyé par un réseau d'experts et aussi par un réseau de bénévoles qui sont très très nombreux et qui nous aident dans différentes missions. Donc ça s'appelle les Shifters. Voilà, je vais vous présenter donc rapidement ce qu'est le projet qu'on a appelé ClimaSup INSA et vous faire un petit focus sur le référentiel. Alors il n'y a pas que cette partie dans le projet, mais c'est vrai qu'on avait décidé avec Clément de faire le focus sur sur ce point-ci en particulier, donc sur la partie, on va dire, compétences pour simplifier. Donc très rapidement, ce projet, peut-être que c'est intéressant pour vous de comprendre l'origine de ce projet et aussi son intérêt, bon, qui est discutable évidemment, mais quand même. À l'origine, je pense que une grande partie de ces différentes initiatives qu'il y a pu y avoir dans l'enseignement supérieur remonte à 2018, lorsque 13 000 étudiants se sont engagés en signant un manifeste, donc le manifeste pour un réveil écologique, qui disait qu'ils s'engageaient officiellement et publiquement à ne jamais travailler pour des employeurs qui vont à l'encontre de leurs convictions environnementales. Donc 13 000 étudiants sur 2018. Et ça a déclenché pas mal de choses. Et en parallèle, il y avait un rapport du Shift qui était en travail, qui est sorti juste après, donc en 2019. Donc c'est un constat qui a été fait par l'équipe qui s'appelait ClimaSup, sans le INSA, et qui a analysé un échantillon d'écoles du supérieur, enfin d'établissements du supérieur, universités, écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. Pour voir à quel point ces formations intégraient ou non les questions environnementales au sens large. Et elles ont fait aussi le focus sur ce qu'a mentionné Émilie, c'est les focus énergie et climat, qui sont les 2 grands piliers sur lesquels tout repose en termes, on va dire, de vie telle qu'on la connaît aujourd'hui et en termes de société. Et ils ont analysé également à quel point ces enseignements étaient obligatoires ou facultatifs. Et globalement, c'est pas très reluisant puisqu'en moyenne, les établissements du supérieur enseignaient d'une manière obligatoire des cours sur le sujet énergie-climat pour 11% d'entre elles. Ce qui ne veut même pas dire que c'était obligatoire pour tous les étudiants, mais on va dire qu'il y avait des cursus où ces cours-là étaient obligatoires. Donc si on regardait l'ensemble des cursus et qu'on faisait une moyenne, on serait encore bien plus bas. Très très largement plus bas. Donc ensuite, il y a eu un appel qui a été lancé donc le Shift a lancé un appel qui a été signé par de nombreuses personnes et l'appel consistait à proposer d'inciter à former tous les étudiants aux enjeux climatiques et écologiques. Et il a été signé par 150 directions d'établissement et par 10 000 citoyens.
Donc, je pense que c'était un petit peu dans la même veine que le réveil écologique, un engouement pour ces questions, enfin un engouement en tout cas, un sentiment d'urgence et de besoin d'action. Suite à ça et aussi un petit peu en parallèle, il y a différentes, écoles, alors, ingénieurs mais pas que, hein. Il y a différentes écoles du supérieur qui ont commencé à lancer des initiatives. Alors moi, je fais un petit peu plus, justement, le zoom sur les écoles d'ingénieurs et qui ont lancé des initiatives plus ou moins structurantes, plus ou moins, impactantes. Mais en tout cas, il y en a eu un petit peu partout et si je parle des INSA, il y a eu l'INSA de Lyon qui est une très grosse école, puisque c'est, certainement la plus grosse école de France en nombre d'étudiants, qui a lancé, une réflexion autour de, la refonte des programmes, pour prendre en compte les enjeux sociaux et écologiques. Et donc ils ont réfléchi à ça pendant 1 an et demi environ et ils se sont dit: «On peut pas faire ça tout seul, il faut, catalyser un petit peu plus, le mouvement à un niveau un peu plus supérieur, il faut se faire accompagner». Et donc finalement le projet a été étendu au groupe INSA qui représente, plus d'écoles que juste l'INSA Lyon évidemment. Je vais vous en parler juste après et donc se faire accompagner par le Shift Project sur cette question-là. Alors on pourrait aussi rajouter, oui, enfin, ce que j'ai pas dit, c'est évidemment que l'idée, c'est d'accélérer par cette catalyse et cet accompagnement, c'est d'accélérer le mouvement, et aussi de le catalyser avec, d'autres parties prenantes de l'enseignement supérieur et des personnes concernées comme les étudiants, les entreprises. Et on a aussi certaines entreprises qui font la demande explicite d'avoir un peu plus, d'ingénieurs qui ont des compétences concrètes, et opérationnelles pour permettre d'engager une transition écologique, dans les entreprises justement. Donc voilà pour, l'origine du projet et quant au projet rapidement, donc c'est un projet, pilote, hein, c'est un test grandeur nature avec ce groupe INSA qui représente 13 écoles d'ingénieurs et 17 000 étudiants qui sont environ 10 des ingénieurs qui sortent, chaque année en France et ça représente 2 000 enseignants titulaires et probablement environ 3 000 enseignants, vacataires et le scope du projet, c'est de s'attaquer aux formations initiales de l'ingénieur pour déjà faire, un gros focus sur cette question-là et on ne s'attaque pas à la question du campus, ni de la recherche, ni des formations spécialisées, bien qu'elles aient forcément un lien avec, cette question-là, mais c'était déjà un très, très, très gros sujet, donc on l'a cadré comme ça. Et l'idée, c'est pas juste de rajouter une petite filière ou un petit cours ou quelque chose comme ça, c'est évidemment d'opérer une transformation structurante qui ait de l'impact, à long terme. Donc en résumé, voilà de quoi est constitué le projet. Premièrement, un état des lieux, assez fin des actions et des initiatives dans chacune des écoles, pour comprendre, d'où l'on part exactement, identifier les faiblesses et identifier les zones aussi où on a des compétences qui sont déjà à l'œuvre et qui seraient peut-être, plus rapidement opérationnelles que d'autres. Donc typiquement, on va voir que par exemple, certaines filières génie civil dans certaines écoles ont quand même pas mal réfléchi à ça, surtout quand elles sont en relation avec des architectes ou des paysagistes. Certaines filières du numérique, même si c'est une filière, relativement récente, ne sont vraiment pas à l'aise avec ces questions-là, n'ont pas forcément, trop intégré ces questions. Bon, ça, c'était des exemples un petit peu génériques. Et une manière qu'on a eu de travailler, ça a été de faire un référentiel, de compétences et de connaissances qu'on a établi en co-construction et dont je vais vous parler. En parallèle de ça, on soutient les établissements dans leur démarche, puisqu'en général, ils n'ont pas beaucoup de ressources dédiées pour avancer. Donc en termes de méthodologie, c'est pas toujours évident et en termes de ressources aussi. Donc, on les motive et on les aide, à tout niveau et on travaille aussi pas uniquement sur des compétences et des connaissances, mais aussi sur les techniques. Quelles sont les techniques souhaitables, notamment techniques d'évaluation des impacts et techniques, de conception. Donc très, très important, mais j'en parlerai pas énormément aujourd'hui ici. Et on accompagne, les écoles pour essayer de définir un projet pédagogique sur les 5 ans de la formation. J'ai oublié de préciser que c'était des écoles en 5 ans et non en 3 ans pour la plupart. Et on essaie de trouver, en tout cas de proposer, une méthodologie, qui soit héritée de cette expérience en montrant ce qui marche pas, en fonction de la taille des écoles, des problématiques locales, et cetera. Donc si on parle, très rapidement de ce référentiel, alors là, pas besoin de regarder le détail, c'est simplement pour le principe, pour expliquer à différentes, disons différents organismes, entreprises ou établissements qui voudraient se lancer dans une démarche similaire. Heu, voilà, vous pouvez toujours éventuellement vous inspirer de cette méthode-là. C'est une méthode itérative et qu'on a voulu, collective. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu travailler pendant 1 an dans notre coin avec des experts sans en parler à d'autres personnes et sortir un référentiel, de manière trop descendante. On a voulu construire avec différentes parties prenantes, pas uniquement limitées aux INSA.
et aussi s'inspirer des travaux qui existaient déjà, qui étaient plus ou moins complets, plus ou moins travaillés, ou plus ou moins applicables, on va dire, à ce domaine de l'ingénierie. Donc voilà, on s'est inspiré de différentes sources et on a marché en plusieurs fois, en co-construisant, en consultant différentes parties prenantes, notamment des entreprises, notamment justement le réseau Syntec Ingénierie, qui nous a vraiment permis d'avoir la vision entreprise. Ça, c'était très précieux. Évidemment, les écoles INSA, mais pas que les écoles INSA, aussi d'autres écoles et différents professionnels et chercheurs. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter la version V2, qui est la plus mature à ce jour. Et il y en aura une prochaine qui sortira, mais qui sera assez proche quand même, qui sera une V3. Donc là, je vais vous présenter celle-là. Globalement, ça ressemble à ça. Alors c'est une sorte de globe terrestre. Euh, on l'a voulu un petit peu symbolique pour montrer on est quand même sur une terre tous ensemble où il faut trouver des moyens de survivre avec des ressources limitées et les pollutions qu'on produit en général nous reviennent. Donc voilà, donc on a voulu présenter ça sous différentes strates. Et à droite, si on considère la partie de droite, on a tout ce qu'on a appelé les enjeux de la transition socio-écologique, puisqu'on pense que avant de parler de compétences, évidemment, il y a la dimension savoir, il y a la dimension connaissance. Il faut quand même se baser sur un certain nombre de connaissances, sans parler des connaissances classiques de l'ingénieur telles que maths, physique ou autres. Et voilà, ce qu'on propose, c'est de bien comprendre que dans notre monde, contrairement à certaines théories économiques, on a des contraintes physiques qui s'imposent à nous. Et il faut bien les comprendre pour pouvoir traiter le problème d'un point de vue d'ingénieur, ou même d'un autre métier. Et notamment, les deux piliers desquels on a déjà parlé, donc l'approvisionnement énergétique, et notamment fossile, mais pas que. Les impacts du changement climatique, ses causes, ses conséquences, les liens avec le système industriel, avec l'économie, avec la biodiversité. L'épuisement des ressources est notamment métallique, enfin minéral en tout cas, comme l'a exprimé Émilie également. On n'oublie pas la biodiversité, puisque aujourd'hui c'est une grande oubliée dans la plupart des écoles d'ingénieurs. Donc il faut absolument remettre ce sujet sur le devant de la scène, ainsi que la capacité de production alimentaire des sols, puisque à la fin, ce qui nous intéresse, c'est quand même de survivre dans des bonnes conditions, donc en mangeant. Donc cette partie contrainte physique englobe finalement un petit peu tout le reste. C'est pour montrer qu'il n'y a pas vraiment de séparation, mais que tout est forcément soumis aux contraintes physiques. Alors on a un petit îlot à droite là qui est pas vraiment une contrainte, mais qui est plutôt pour dire on a besoin de faire le lien. Donc c'est bien d'avoir un cours ou un séminaire qui introduit à la notion d'anthropocène pour comprendre quels sont tous les liens entre tous ces enjeux avant de rentrer un peu plus dans le détail pour éviter d'avoir une vision trop silotée des sujets. Donc la vision anthropocène est assez intéressante parce qu'elle permet d'avoir une vision globale des sujets à l'œuvre. Ensuite, on n'a pas voulu parler de contraintes sociétales puisque ça, ce sont les sociétés humaines qui définissent quels sont les objectifs sociétaux. Donc nous, on a plutôt voulu partir des objectifs de développement durable et mentionner ceux qui sont les moins contestés et les moins contradictoires entre eux. Donc la paix, la justice, la santé qui inclut donc la santé humaine évidemment, mais aussi la santé environnementale et les interactions entre ces deux types de santé, l'éducation et la réduction des inégalités qui doivent en fait être un petit peu au cœur de nos réflexions en plus des contraintes physiques. Euh, Ça paraît peut-être trivial pour ceux qui ont déjà travaillé sur ces questions, mais ça l'est pas forcément dans toutes les écoles d'ingénieurs. C'est vrai que l'idée un petit peu derrière ça, c'est de repolitiser le rôle de l'ingénieur dans le bon sens du terme, dans le sens qu'il puisse refaire corps avec la société et faire le lien avec entre les conséquences de son travail et les impacts sur la société, sur le vivant et sur le climat. Et pour faire tout ça, on a différentes manières de faire au niveau institutionnel et technique. Donc notamment des modèles de gouvernance à bien comprendre. Là, on n'entend pas uniquement au niveau national ou au niveau du top management d'une entreprise. On entend également au niveau d'un groupe, au niveau de savoir justement user de gouvernance, par exemple, plus collective ou plus démocratique. Intégrer les usagers, comme disait Amélie, par exemple. Le système industriel à bien comprendre, notamment la mondialisation et les enjeux liés aux fournisseurs. Et évidemment, quelques notions pour bien comprendre que tout ça est sous-tendu par des systèmes économiques et financiers très particuliers, ainsi qu'un système juridique et normatif qu'on doit respecter. Le système de l'enseignement et de la recherche, en fait, on va surtout faire le focus sur les écoles d'ingénieurs et la recherche pour bien comprendre quel est le rôle en fait des écoles d'ingénieurs et se questionner soi-même sur le rôle que l'on voudrait prendre en tant qu'ingénieur et ne plus être, on va dire, c'est pas pour faire des poncifs ou des images clichés, mais il y a quand même
pas mal d'étudiants ou d'ingénieurs en poste qui nous remontent le fait qu'ils se sentent un petit peu passifs dans tout ça et qui ont envie d'un petit peu de reprendre la main, et c'est une manière de faire. Donc connaître ce milieu-là, c'est une manière aussi de commencer à se questionner. Et dans les grandes compétences qui vont s'appuyer aussi sur ces connaissances, bah, on propose 4 macro-compétences que je vais vous détailler là, très rapidement. Donc on en a une qui a trait à la systémique et à l'interdisciplinarité. La systémique, ça veut dire, à la fois avoir une vision d'ensemble, de tous les enjeux dans son métier, mais être aussi capable de le modéliser et être capable de le modéliser avec des outils adéquats et notamment, être capable de modéliser, des de manière un peu plus, poussée que ce que l'on fait traditionnellement aujourd'hui avec des systèmes, on va dire, qui simulent surtout des machines ou des systèmes inertes. Et là, il va falloir simuler aussi les interactions avec les écosystèmes, avec le vivant. Ça va être un peu plus compliqué. Donc là, c'est de la systémique déjà niveau supérieur. Et dans l'action, bah, être capable d'agir avec différents corps de métier, avec différentes experts, différentes expertises, même si c'est pas son propre champ d'action, mais en tout cas être capable de le faire. Ça, c'est une compétence que les ingénieurs ont la plupart du temps en partie, mais il s'agit de développer et de l'étendre à des champs un peu plus exotiques que ce qu'ils avaient l'habitude de faire jusqu'aujourd'hui. Deuxième macro-compétence, c'est bah, l'historique et la prospective. Là, l'idée, c'est de pas partir sur des concepts ou des idées qui seraient hors sol, et bien se baser sur l'historique, comprendre bah, quel est l'existant, notamment en termes d'infrastructure humaine, infrastructure industrielle, quels ont été les grands choix qu'on a pris et pourquoi. Il y avait toujours certainement des bonnes raisons pour prendre ces trajectoires-là. Donc, comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, avant de se projeter via une compétence de prospective bah, dans des scénarios qui soient du coup le plus pertinent possible. La compétence 3, c'est finalement le cœur du métier d'ingénieur, c'est les sciences de l'ingénieur et les techniques de l'ingénieur, on va dire plus responsables, qui intégreraient plus de critères qu'aujourd'hui, en intégrant bah, notamment il y a deux grandes familles on va dire d'outils. Il y a les outils d'évaluation, c'est-à-dire être capable de faire un bilan carbone, être capable de faire une analyse de cycle de vie, être capable de comprendre quel est l'impact de son projet sur la biodiversité, sur les enjeux sociaux, sur l'autonomie des usagers, etc., etc. Et en fait, tant qu'on ne fait pas d'évaluation, eh ben, on n'a pas vraiment de manière de concevoir de manière durable. On peut le faire sur des principes, mais sans évaluer, on peut toujours tomber dans un piège en croyant bien faire. Et bah, finalement, l'exemple, enfin le choix qu'on a fait se révèle peut-être au global être une mauvaise solution. Donc il faut être capable d'évaluer, c'est vraiment un métier d'ingénieur, ça. Et ensuite, il faut évidemment être capable de concevoir de manière le plus responsable possible, donc en utilisant des grands principes qui viennent s'inspirer notamment de ce qui a été proposé, bah, par exemple par Philippe Biwix dans les low-tech, mais pas que. Il y a aussi toutes les inspirations du côté de la reconversion des outils industriels existants, favoriser la biodiversité, etc., etc. Et la dernière macro-compétence, c'est plus trait à l'éthique en général et à la réflexivité. Donc là, il est sûr et certain que l'ingénieur en poste, face à tous ces défis, où il va devoir intégrer encore plus de critères de décision, donc il y aura plus que la qualité, le délai et le coût, il y aura aussi l'impact écologique, l'impact social, etc. Et ben, il va être certainement face à des dilemmes de plus en plus complexes. Donc là, il faut vraiment être capable de développer la compétence éthique, choix dans des dilemmes individuels ou collectifs. Et être capable toujours bah, de faire preuve de réflexivité dans ses actions pour progresser et être capable de critiquer de manière constructive ce que l'on fait et s'appuyer également bah, sur ses sensations physiques et sur ses émotions et pas être uniquement dans une approche purement cognitive. Voilà, donc ça je peux en dire plus, mais je vais aller plus vite. Là, c'est simplement pour montrer à quoi ressemble le référentiel. Si on veut aller dans le détail le plus poussé, bah, en fait, on aura des exemples et des références académiques pour chacun des sujets avec plein de notions incontournables dans chacun des domaines que j'ai pu vous montrer. Donc on peut aller de la vision globe à une vision fichier hyper complet, prêt à l'emploi. Je vais finir rapidement pour vous laisser un petit peu de temps pour la suite, mais voilà, je rappelle simplement qu'il a été co-construit, que ce référentiel, il est pas disponible en ligne, mais on a la version précédente qui est disponible en ligne. Cependant, vous aurez accès à la présentation, donc quelque part, vous l'aurez au moins de manière macroscopique. Et la version 3 sera disponible le 10 mars. Ensuite, bah, s'il faut le prendre comme un référentiel qui est applicatif pour les écoles d'ingénieurs, mais quand même toujours à décliner dans une école avec ses spécificités et ses contraintes. Et il faut bien comprendre que toutes ces compétences et connaissances sont complémentaires entre elles et elles n'impliquent pas d'en choisir simplement deux ou trois.
Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et je cède la parole à Clément ou à des échanges. Effectivement, merci Damien, tu parlais que ce référentiel était à décliner dans des écoles, chaque école ayant sa spécificité, peut-être sa spécialité. Donc, j'ai demandé à Lionel Bessard de la NTPE de pouvoir échanger avec nous sur justement l'application d'un référentiel ou en tout cas des compétences climat au sein de la NTPE. Alors Lionel, je vous laisse commencer votre présentation. Et profitez bien voilà, du dernier quart d'heure pour pouvoir poser des questions et chaque intervenant pourra reprendre la parole avant la fin de la conférence. Pardon, j'avais mon ordinateur qui coinçait. Est-ce que vous voyez mon écran, c'est bon? Alors on vous entend, mais il n'y a pas de partage d'écran. Non? Vous n'avez pas le partage d'écran? Alors, Est-ce que vous voulez que je partage votre est-ce que présentation? là, vous l'avez? Oui, c'est bon. C'est bon? On n'a pas le Très plein bien. écran, mais Rebonjour à toutes et à voilà. tous. Donc, je vais vous présenter assez rapidement la manière dont, dans le cycle ingénieur de l'NTPE, pour l'instant, nous enseignons la question et l'approche de la transition écologique et solidaire. Alors, quelques mots sur le NTPE tout d'abord. Donc, le NTPE, c'est une école qui était auparavant sous tutelle du ministère de l'Équipement et désormais du ministère de la Transition écologique. Nous avons récemment défini notre raison d'être, à l'instar de ce que font des sociétés à mission. Donc, nous avons décidé d'avoir une raison d'être et des engagements. Notre raison d'être est de former des ingénieurs appelés à porter et déployer la transition écologique et solidaire dans les territoires, en s'appuyant sur les connaissances et innovations produites au sein de nos 5 laboratoires de recherche. Donc, vous voyez que notre raison d'être est très concentrée sur la transition écologique et solidaire. C'est une raison d'être qui a quelques mois, la nouvelle direction l'a adoptée il y a quelques mois. Et je veux préciser sur cette slide que nous avons 5 laboratoires de recherche qui font notre spécificité de manière historique, puisque la moitié de notre recherche est grosso modo dédiée à tout ce qui est matériaux de construction, bâtiments, acoustique, thermique des bâtiments, éclairage. Donc, Lionel, oui. Le PowerPoint ne défile pas en fait. Non, c'est bon, je vais le faire défiler ensuite. Nos 5 laboratoires, sur nos 5 laboratoires, donc il y en a un qui représente la moitié qui est sur des thématiques assez classiques de la construction. Et l'autre moitié est partagée entre des laboratoires de transport, système de transport et économie des transports, d'aménagement et d'urbanisme et d'hydrologie et d'environnement. Je précisais ça parce que vous allez comprendre plus facilement la suite. Donc, après notre raison d'être, nos objectifs, nos engagements, je vous lis rapidement les engagements. Être une école exemplaire en matière de transition, donc aligner objectifs, stratégie et fonctionnement dans un sens de sobriété, d'efficacité et de convivialité. Coupler formation et recherche, développer les échanges au niveau international, faciliter le dialogue entre public et privé, puisque nous sommes une école qui forme pour moitié des fonctionnaires et pour moitié des étudiants qui ont vocation à partir travailler dans le secteur privé. Notre positionnement en termes de champ professionnel, ce sont les habitats, les espaces de vie et la mobilité. Donc, nous formons à l'aménagement des villes et des territoires au XXIe siècle. Lionel, excusez-moi, je pense que votre écran est figé. Je vais partager mon écran. Ok, il est véritablement figé. Ok. Je pense. Alors, attendez voir. Hop, je me mets sur votre présentation. Voilà. J'ai arrêté le partage. Vous en étiez à votre positionnement. Voilà, ici, merci. Donc, notre positionnement, c'est de nous concentrer sur des domaines, nous concentrer sur des domaines ciblés pour maximiser l'impact sociétal de l'activité des ingénieurs que nous formons et nous positionner face à des enjeux socio et environnementaux majeurs. Nous avons identifié 4 limites planétaires. Nous avons décidé aussi que nous souhaitions travailler sur l'aménagement au service de toutes et tous et pour une dynamique économique soutenable. Slide suivante.
Merci. Quelques chiffres clés sur l'école et ensuite je vais dans le cœur du sujet qui est la formation à la transition écologique. Donc, nous sommes une école bien plus modeste en termes de taille que l'INSA, puisque nous diplômons 235 ingénieurs par an, dont 45 étudiantes. C'est une de nos spécificités, d'avoir une proportion de jeunes femmes importante. La moitié, comme je le disais, sont des étudiants civils. L'autre moitié des étudiants fonctionnaires. Il y a 10 000 ingénieurs qui ont déjà été formés depuis la création de l'école en 1954 et les 5 laboratoires de recherche. Voilà les chiffres clés de l'école. Alors, la transition écologique et solidaire payée dans des enseignements. En préambule, je voulais dire que, ayant bien écouté les présentations de mes prédécesseurs, je dirais des choses qui vont être d'une certaine manière assez similaires, en tout cas en termes de structure. On va parler de systémique, d'interdisciplinaire, de technique, d'enjeux qu'il faut mieux comprendre. Les domaines de l'école, comme le mentionnait Émilie pour la REP, sont fortement concernés par les émissions nationales, les émissions françaises de gaz à effet de serre, puisque bâtiments plus transport, plus d'autres activités auxquelles nous sommes reliés, représentent près de 60% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Et nous avons d'ores et déjà dans notre maquette de cursus ingénieur, 60% des cours qui sont en lien avec la transition écologique et solidaire. J'ai bien écrit en lien, ça ne veut pas dire que la transition écologique et solidaire est abordée en tant que telle dans chacun de ces cours. Le cursus est, comme dans beaucoup d'autres écoles d'ingénieurs, organisé d'une certaine manière en entonnoir, avec une spécialisation qui se fait au fil des années. Et à la fin, les étudiants choisissent une spécialisation clé pour la transition, soit l'habitat, soit la construction, soit l'aménagement au sens urbanisme, soit la gestion des risques naturels, soit les transports. Slide suivante. Merci. Donc, comme je le disais, premier aspect en termes de formation, c'est former nos étudiants du cycle ingénieur aux enjeux socio-écologiques. Alors, ça commence par la sensibilisation, comme beaucoup le font, avec la fresque du climat, par exemple, en début de cursus. Et puis, nous allons plus loin, dès la première année, en tronc commun, avec des unités de cours, une unité de cours climat et biodiversité, que nous avons déjà depuis plusieurs années, et des unités de cours relatifs aux enjeux sociaux. Donc, nous enseignons, il y a des enseignements sur la sociologie, il y a un enseignement une unité de cours qui est intitulée Ingénieur et société, qui interroge la place de l'ingénieur dans la société. C'est un cours qui a lieu déjà depuis plusieurs années, dès la première année dans le cursus. Et puis, pour former aux enjeux, il y a aussi la place aux initiatives des étudiants, en collaboration avec l'administration de l'école, pour organiser des conférences hebdomadaires sur les enjeux sociétaux et environnementaux. C'est un aspect important de la formation. Ce n'est pas que le face-à-face avec les étudiants qui permet à nos étudiants d'être sensibilisés, d'approfondir des questions liées à la transition écologique et solidaire. Je vais vite parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, je vois. La deuxième dimension de l'enseignement pour la transition écologique et solidaire, c'est le développement d'approches systémiques et interdisciplinaires. Comme je disais, historiquement, l'école avait déjà, avec ses laboratoires, a déjà une sensibilité assez forte aux sciences sociales depuis longtemps. Et donc, nous avions déjà un pilier assez fort sur, évidemment, les sciences pour l'ingénieur, en tout cas, sciences pour l'ingénieur du génie civil, disons-le comme ça, mécanique des milieux continus, résistance des matériaux, analyse, calcul scientifique, par exemple. Et depuis déjà aussi longtemps, dans le tronc commun des sciences humaines et sociales, je les ai déjà citées pour certaines, sociologie, également sociologie des organisations ou économie. Et puis, nous avons renforcé récemment les sciences pour l'environnement. Elles étaient déjà en place dans notre cursus, mais nous les avons renforcées avec, dans le tronc commun, des sciences de la terre, des sciences de l'eau, unité de cours climat et biodiversité, et d'autres que je citerai un peu plus tard. Dans ces approches systémiques, toujours dans le tronc commun, nous avons en deuxième année un grand projet d'aménagement qui est demandé
aux étudiants et qu'ils doivent réaliser par équipe, qui s'appuie sur ces 3 dimensions. Les dimensions sciences pour l'ingénieur, sciences humaines et sociales et sciences pour l'environnement. Et donc, nous développons notamment via ce projet qui dure très longtemps, qui dure 6 mois, pas à temps plein évidemment, mais qui s'étale sur 6 mois. Nous demandons aux étudiants d'intégrer ces 3 dimensions et de les tester sur un cas pratique qui nous est proposé, soit par une collectivité locale, soit par un autre type d'aménageur. Et puis, dans les approches systémiques et interdisciplinaires, ça a été aussi cité par Émilie, et puis c'est une approche qui est assez diffusée dans nos laboratoires. C'est pour ça que nous la transmettons dans nos cours. C'est la question des perceptions et des usages. Alors, on va faire de la perception on va enseigner sur la perception dans des tonnes de domaines. Ça peut être sur l'éclairage, ça peut être sur le transport par métro. Enfin voilà, je vous cite quelques exemples que j'ai à l'esprit. Mais donc la question des perceptions et des usages traverse le cursus. Troisième dimension de l'enseignement pour la transition écologique et solidaire, plus classique pour une école d'ingénieurs, c'est de former aux techniques. Alors, la première technique, elle n'est pas sur ces slides parce que j'avais oublié de la mettre, mais l'intervention de Damien m'a fait penser à la mentionner. Nous formons à la pratique de l'évaluation environnementale des projets d'aménagement. C'est une technique. Et donc, de la même manière, c'est en tronc commun. Et ensuite, là, on est plutôt dans les parties de spécialisation. Et donc, en construction, on va travailler sur la durabilité des ouvrages, la performance énergétique des bâtiments, les matériaux biosourcés. Je cite des points forts de l'école qui résultent des points forts de la recherche de l'école. La manière en transport, nous allons travailler sur l'optimisation des systèmes de transport, la mesure de l'impact environnemental du trafic. On va mesurer l'impact carbone d'un bouchon, par exemple, d'un bouchon automobile. En termes d'aménagement, nous enseignons des pratiques d'écoquartier, de planification urbaine à faible impact, aussi sur l'urbanisme résilient. Et puis sur techniques, de la même manière que sur la formation aux enjeux, il y a les conférences, les échanges organisés par les étudiants. Il y a aussi le campus de l'école, qui est un lieu d'expérimentation de techniques de tout type. Ça peut aller à des techniques d'éclairage, encore une fois, ça peut aller à des techniques de chauffage ou même de biodiversité, puisque nous avons un parc et un laboratoire d'hydrologie et de pratiques environnementales. Donc voilà les 3 dimensions. J'avais noté les trois blocs de compétences cités par Émilie, et en fait, ce sont ces 3 blocs que j'ai l'impression de reciter. Et enfin, une dernière slide pour évoquer quelques réflexions et défis que nous avons. Donc, nous considérons que nous formons déjà des ingénieurs qui ont des armes à la sortie de l'école pour œuvrer en matière d'aménagement pour la transition écologique, mais nous devons aller plus loin. Par exemple, en instaurant, c'est une de nos réflexions en cours, au moins une unité d'enseignement identifiée et dédiée à la transition écologique et solidaire par année du cycle ingénieur, c'est-à-dire de faire de la transition écologique un vrai fil conducteur des 3 années. Nous travaillons aussi sur un projet structurant du cursus dédié à la transition écologique et solidaire. J'évoquais tout à l'heure un projet structurant qui consistait à demander aux étudiants d'allier les 3 dimensions, sciences humaines et sociales, sciences pour l'ingénieur et sciences pour l'environnement. L'idée, c'est d'aller encore un peu plus loin et de vraiment mettre en place un projet structurant très clairement identifié transition écologique et solidaire. Et enfin, en conclusion, le principal défi pour nous, au final, et c'est vrai pour beaucoup d'écoles, je crois, c'est de former nos enseignants, nos intervenants aux enjeux de la transition écologique et solidaire et aux pratiques qui y sont liées, parce que nous avons des enseignants qui peuvent être en pointe là-dessus. Nous avons aussi des tonnes d'enseignements qui restent un peu en marge, restent dans leur spécialité très bons, qui, dans leurs travaux de recherche, vont approcher la transition écologique et solidaire, mais qui
ont besoin d'être davantage formés, d'être davantage informés sur ces enjeux-là. Et ça, c'est un défi que nous avons. Voilà, merci pour votre attention. Je suis à votre disposition pour des éléments complémentaires ou des réponses à vos questions. Merci Lionel. Alors effectivement sur ce sujet de formation des enseignants, on en a un peu parlé hier en préparant la conférence. Je crois que peut-être certaines entreprises peuvent aussi avoir des expertises et donc y répondre. Donc ça peut être le moment aujourd'hui voilà, d'échanger, notamment sur ce dont vous pourriez avoir besoin. Alors il y a notamment une cafétéria juste en dessous, si vous regardez dans le menu à gauche. Donc si certains d'entre vous, si vous voulez poursuivre les échanges, n'hésitez pas à aller dans la cafétéria. Voilà, c'est une salle un peu plus petite qui permet les échanges peut-être un peu plus facilement. Alors je crois, il y avait des questions, mais je crois que les intervenants y ont répondu. Peut-être que moi j'aurais une question sur cet accompagnement. Enfin, est-ce que vous avez eu aussi la nécessité de mettre en œuvre, d'accompagner le changement, Lionel, au sein de la NTPE pour peut-être certaines équipes pédagogiques ou qui n'étaient pas forcément sur ces sujets-là Pour être tout pas. à fait sincère, il reste beaucoup à faire. Il D'accord. reste encore beaucoup à faire pour que, encore une fois, la transition écologique soit le véritable fil conducteur. C'est-à-dire, compte tenu de nos champs professionnels, compte tenu de nos activités de recherche et notre histoire, nous œuvrons sur ce champ-là de la transition assez naturellement et historiquement. Mais cette transition n'est pas identifiée comme le fil conducteur et n'est pas encore le fil conducteur véritablement, et ça, c'est un travail qui reste à faire et c'est pas forcément simple, à engager. Ça passe notamment par la formation comme, des enseignants, comme je le disais. Je remets mon micro. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question dans le chat. Alors vous pouvez allumer votre micro, hein, ce sera peut-être plus pratique. Ce sera la dernière question puisqu'on a une autre conférence qui commence tout à l'heure. D'accord, merci. Bonjour Lionel, donc c'est Viveka et je voulais savoir, déjà moi je trouve ça très intéressant ce que vous faites au niveau de votre école. Moi je suis à Télécom Paris, donc nous c'est ingénieur du numérique et je voulais savoir quels étaient, vous avez donc dit que les étudiants travaillaient, c'était vraiment réparti entre le privé et le public, mais pour la partie du privé, comment dire, comment je peux dire, en fait, qu'est-ce qui les intéresse dans le privé de recruter vos étudiants? C'est mal dit, mais vous comprenez. Voilà. Alors, en général, parmi les retours que nous avons, ce qui est apprécié chez nos étudiants, c'est plutôt l'approche systémique par rapport à d'autres ingénieurs, notamment pour des grands projets d'aménagement, pour des projets un peu complexes. Nos étudiants sont assez reconnus pour être en capacité d'avoir, de concilier des enjeux sociétaux, des enjeux économiques, des enjeux techniques. C'est ça qui est apprécié. Il y a aussi cette capacité à dialoguer avec le système public. C'est-à-dire que nos étudiants, comme ils côtoient des futurs fonctionnaires et qu'ils ont aussi des cours qui sont liés à la sphère publique, quand ils vont dans le privé, et beaucoup d'entreprises françaises ont des liens avec le secteur public, ont des commanditaires qui sont du secteur public, eh bien c'est aussi c'est aussi une caractéristique de nos étudiants qui est appréciée. Merci Lionel. Alors Damien, je t'ai demandé, je crois que la présentation que tu as partagée, je pourrais aussi la partager aux personnes connectées. Est-ce que pour Émilie et Lionel, je peux aussi diffuser votre présentation aux Ouais, bien personnes sûr, qui étaient sans connectées? problème. Sans souci. Super. Je vous remercie à tous. Je vais arrêter là parce qu'on a une autre conférence qui commence de 15 à 16. C'est une étude sur l'alternance et le tutorat. Donc, je vous remercie à tous les trois d'avoir présenté donc ces sujets. Aux personnes qui sont sur scène et les quelques-unes dans les gradins, je vous invite à vous rendre donc dans la salle juste en dessous, présentation de l'étude, alternance tutorat, ou si vous voulez poursuivre les échanges avec les intervenants, vous pouvez aller donc à gauche dans l'onglet cafétéria, voilà, pour échanger un petit peu plus longtemps. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir donné la parole. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous. Belle journée.